Il y a quelque temps, un ami qui travaillait dans une agence immobilière m'a parlé des appartements magiques. D'après lui, il s'y passait des choses bizarres, un peu comme dans les Jikoboken, ces appartements où une mort tragique est survenue. Contrairement à ces derniers, personne n'y était décédé, et les appartements magiques semblaient avoir une énergie positive. Ce qu'il s'y passait de paranormal était plutôt à l'avantage du locataire. Bien sûr, toute occurrence paranormale est effrayante pour quelqu'un qui n'y est pas préparé, mais les locataires finissaient la plupart du temps par s'y habituer. Voici un exemple. Un locataire d'un appartement magique ne rangeait jamais correctement ses chaussures après les avoir retirées. Pourtant, le lendemain, lorsqu'il se réveillait, elles étaient toujours bien alignées contre le mur. D'autres personnes avaient rapporté que leur maison sentait toujours bon, même s'ils ne faisaient rien de particulier pour ça. D'autres encore juraient que les objets qu'ils cherchaient, comme des clés par exemple, apparaissaient là où ils les avaient cherchées. Il leur suffisait de quitter la salle, fermer la porte, puis de revenir. L'objet était placé bien en évidence près de l'endroit qu'ils venaient de fouiller. Bien sûr, on pourrait attribuer tous ces événements à de simples confusions de la part des locataires. Ça ne suffit pas vraiment pour qualifier l'activité des appartements magiques de paranormal. Pourtant, ces détails rendaient les appartements magiques très convoités. Pour certaines personnes, c'était comme avoir une fée du logis. Toute une communauté s'était créée autour. Un amateur a même fait un site web spécialement dédié à ces drôles de locations, avec leurs spécificités, leur localisation et le lien vers l'agence immobilière qui les propose, si elles sont disponibles bien sûr. Lorsqu'un de ces appartements se libère ou est découvert, les intéressés se précipitent dessus, et c'est une véritable bataille pour l'obtenir. Certaines personnes attendent même depuis des années pour pouvoir y emménager. Mon ami m'a expliqué que les heureux locataires de ces appartements se réveillaient chaque matin avec joie, impatients de découvrir les surprises qui leur étaient réservées pour la journée. Si de tels endroits existaient, je voulais y habiter. Quelques mois plus tard, mon ami m'a fièrement annoncé qu'il était désormais l'heureux locataire d'un appartement magique. Enthousiaste, je lui ai demandé si je pouvais passer chez lui pour visiter. Dès le début, j'ai pu remarquer des choses étranges. Par exemple, quand je suis passée aux toilettes, l'eau du robinet s'est mise à couler toute seule alors que je m'apprêtais à me laver les mains. C'était comme si quelqu'un avait prévu ce que je comptais faire et avait voulu me rendre service. Pendant toute ma visite, je n'ai ressenti aucune peur, juste un peu d'étonnement et une sensation de bien-être. Entre les murs de cet appartement, je me sentais calme. C'était comme si tous mes problèmes avaient disparu, laissés sur le pas de la porte. Mon ami m'a promis que la prochaine fois qu'il trouverait un appartement magique libre, il me le réserverait et il ferait en sorte que je puisse m'y installer. Ça me semblait merveilleux, jusqu'à ce que je sorte de chez lui. Là, la réalité est venue me heurter de plein fouet. C'était comme si j'étais sous influence pendant les quelques heures que j'avais passées chez lui. Quelque chose dans cet appartement m'avait apporté une grande sensation de bien-être, de paix, mais la descente était rude. Une partie de moi souhaitait immédiatement retourner dans un appartement magique, mais la partie rationnelle déclenchait toutes mes alarmes d'autopréservation. Quelque chose dans l'idée de ces appartements me donnait la chair de poule. Après cette visite, je n'ai pas revu mon ami pendant plusieurs mois. À chaque fois que je lui proposais de se retrouver, il sortait une excuse. J'ai pris de ses nouvelles auprès d'amis en commun. Ils avaient remarqué la même chose. C'est à peine s'il sortait de chez lui pour aller travailler. Il y a quelques semaines, je l'ai enfin croisé, et il m'a expliqué qu'il avait rompu ses fiançailles. Surprise, je lui ai demandé pourquoi. Lui et sa copine semblaient être le couple parfait, ça faisait plusieurs années qu'ils sortaient ensemble, et je ne l'avais jamais vu dire quoi que ce soit de négatif sur leur relation. Il m'a expliqué qu'elle souhaitait qu'il emménage avec elle, ce qui est parfaitement logique s'il comptait se marier, mais il refusait catégoriquement de quitter son appartement. Ce dernier était trop petit pour 2 personnes, alors ça ne valait plus la peine d'être en couple. Abasourdi, je lui ai demandé pourquoi il mettait un simple appartement au-dessus de celle qu'il appelait il y a quelque temps la femme de sa vie. Vexé, il m'a expliqué qu'une personne ayant le privilège de vivre dans un appartement magique ne le quittait que si c'était absolument nécessaire et inévitable. Je suis passée lui rendre visite le lendemain pour m'assurer qu'il allait bien. Déjà, m'ouvrir la porte lui a pris plusieurs minutes. Je pouvais l'entendre traîner des pieds. Lorsqu'il l'a enfin entr'ouverte, il a gardé l'entrebâilleur. Il était méconnaissable. Je ne m'en étais pas rendu compte lorsque je l'avais croisé, mais il avait beaucoup maigri. Ses joues étaient creusées, son teint blafard. De larges cernes entouraient ses yeux comme s'il n'avait pas dormi depuis longtemps. Je lui ai demandé comment il allait,
et j'ai orienté la conversation vers un potentiel déménagement pour son propre bien. Il a écarquillé les yeux, et un sourire m'a laissé apercevoir des dents dans un état pitoyable. Puis il s'est mis à rire. Déménager ? Ridicule! Je compte bien vivre ici jusqu'à ma mort. Alors qu'il me claquait la porte au nez, une image m'est venue à l'esprit, celle d'un insecte, attiré par les appâts sucrés d'une plante carnivore s'apprêtant à le dévorer. Cette histoire m'a été racontée par mon oncle, un ancien détective. Un jour, on l'a appelé suite à la découverte d'un corps qui venait d'être retrouvé à côté d'un immeuble. Une fois sur place, des policiers lui ont expliqué que la victime avait sans doute fait une chute mortelle du haut du bâtiment juste à côté de la scène. Son corps sans vie présentait des hématomes et du sang coulait de son crâne ouvert. La plupart des policiers penchaient pour la piste du suicide, mais après avoir observé la scène, mon oncle a réalisé que quelque chose clochait. Le bâtiment à côté était désaffecté et ne semblait pas avoir été utilisé depuis longtemps. Une partie s'était effondrée, rendant pratiquement impossible l'accès au toit ou à une fenêtre donnant sur la rue où le corps avait été retrouvé. La police a passé le bâtiment au peigne fin, mais impossible de trouver la moindre preuve que la jeune femme soit entrée. Pas de cheveux, de traces de pas dans la poussière, de peau morte ou d'empreintes digitales. La famille et les amis de la victime étaient dévastés. La nouvelle les avait pris par surprise. Ils ne voyaient pas pourquoi elle aurait pris une telle décision. Rien dans son comportement ou dans sa vie ne permettait d'anticiper un tel acte. Plus l'enquête avançait, plus mon oncle était convaincu que ce cas était particulier et que la première piste n'avait aucun sens. Les caméras de sécurité autour de l'immeuble ne filmaient pas. Elles prenaient des photos toutes les 2 minutes. Sur les photos à 3 heures du matin, la veille de la découverte du corps, on pouvait voir la jeune femme avancer dans la rue de l'immeuble. La photo suivante la montrait au sol, saignant abondamment. Ça n'avait aucun sens. Elle n'aurait pas eu le temps de monter puis de sauter en 2 minutes. Pourtant, les photos ne montraient aucune autre personne sur les lieux à cette heure-là. Malgré les protestations de mon oncle, cette affaire fut rapidement classée comme un cas de suicide, et il n'y eut pas de recherche supplémentaire. Il n'a jamais été convaincu par cette hypothèse, et un jour, dans le cadre d'une autre enquête, il a croisé au commissariat le médecin légiste qui avait pratiqué l'autopsie de la jeune femme. Ce dernier semblait lui aussi avoir des doutes sur la cause réelle de la mort. Bien qu'un coup à la tête lui ait été fatal, il n'était pas exclu que le coup provienne d'en haut, et non du choc contre le sol. Vous voyez, il est déjà arrivé qu'une personne ait le malheur de passer au mauvais endroit au mauvais moment. Visualisez la scène. Un passant marche près d'un immeuble à l'instant même où quelqu'un sur le toit décide d'en finir, et le corps qui tombe le percute. C'est très peu probable, bien sûr. Si ça arrive, les 2 têtes qui s'entrechoquent auront des blessures similaires. Mais bon, c'est impossible vu qu'il n'y avait pas d'autres corps près de l'immeuble. Perturbé par les propos du médecin, mon oncle a décidé de reprendre des recherches sur le bâtiment en question. Avant que celui-ci ne soit déserté, une jeune femme avait mis fin à ses jours en sautant du toit de l'immeuble. De plus, cet accident avait eu lieu le même jour que le cas sur lequel mon oncle avait enquêté, à la même heure. Il reconnaît lui-même que c'est insensé, tellement absurde qu'il n'a jamais parlé de cette théorie à qui que ce soit d'autre. Il se peut que la jeune femme ait été percutée par un fantôme, celui de celle qui avait décidé d'en finir quelques années auparavant. J'ai un frère de 2 ans, mon aîné, qui a vécu beaucoup de choses bizarres. D'ailleurs, je vais vous en raconter une. Ça s'est passé lors de l'anniversaire de son meilleur ami. Évidemment, mon frère était invité. C'était d'ailleurs le seul. Ils sont restés en petit comité. Il n'y avait que cet ami, son fils qui devait avoir une 10aine d'années, sa femme et mon frère. Au début, ils ont apporté le gâteau, les cadeaux, puis soufflé les bougies. Mais quand ils ont commencé à boire un peu d'alcool, le fils a eu plus de mal à participer aux discussions et il est remonté jouer dans sa chambre. Alors qu'ils discutaient passionnément de sujets divers et variés, l'enfant est redescendu en trombe. « Il y a un chien qui aboie au 2e étage !» Surpris, ils ont tendu l'oreille. On pouvait effectivement entendre un aboiement.
Ils se sont dit que c'était peut-être chez les voisins, ce qui était surprenant car les animaux étaient interdits dans la résidence. Mais le gamin était catégorique, le bruit venait de l'intérieur de son armoire. Inquiet, son père l'a suivi jusqu'à sa chambre avant de redescendre, le visage marqué par la peur. Il a confié son fils à sa femme, avant de confirmer que le bruit venait de l'armoire. Mon frère l'a suivi à l'étage avec une lampe de poche. Une fois en haut, mon frère a pu lui aussi entendre distinctement ce bruit inattendu, une sorte d'aboiement, ou plutôt, une imitation d'aboiement, comme si quelque chose faisait semblant d'être un chien. Avec appréhension, ils se sont tous les deux placés devant l'armoire, puis prenant leur courage à deux mains, ils ont ouvert la porte. À l'exception des vêtements de l'enfant, l'armoire était vide. Surpris, les deux amis se sont regardés, puis se sont mis à rire. Ils étaient sur le point de redescendre lorsqu'ils ont entendu un grincement. Quelque chose bougeait dans l'armoire. Ils se sont retournés et ont pu apercevoir un homme accroupi. Celui-ci s'est mis à aboyer, les fixant d'un air dément. Ils ont descendu les marches en courant, et la femme et l'enfant les ont suivis. L'ami de mon frère a ensuite appelé la police depuis son téléphone portable pour signaler une présence suspecte dans sa maison. Quelques minutes plus tard, la police inspectait l'étage, mais il n'y avait plus personne. Ils ont fouillé de fond en comble, aucune trace d'intrusion par effraction. Cet ami a eu si peur qu'il a déménagé peu de temps après. Alors que lui et sa famille emballaient les dernières affaires, les aboiements ont à nouveau retenti.